Ma grand-mère maternelle, qui était loin d'être une femme étouffée par l'optimisme, avait pour coutume de dire « tout passe, tout lasse et tout trépasse ». Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de vivre dans ces années 1973-1974. Cela fait 10 ans que nous sommes mariés, mon mari et moi. Et j'ai vécu les 3 premières années dans l'émerveillement de ce personnage intelligent, drôle, plein d'humour, plein d'esprit. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lui piquer tous ces trucs de drôlerie. Et j'aimais lui montrer combien j'étais bon élève. Mais cela n'a fait qu'installer la compétition entre nous. Je me souviens de vacances au Lavandou, où il était très vexé parce que mon accent du Midi était plus authentique que le sien. D'où j'étais parvenue à me faire passer pour originaire du coin, vous imaginez? Mais pour le macho brut de décoffrage qu'il était, c'était insupportable. Il perdait l'emphase de la statue équestre qu'il s'était fabriquée. On ne nous explique pas les mécanismes du mariage quand on a 20 ans. Quoique, je ne sais pas si cela servira à grand-chose, parce que je me rappelle avoir un jour conseillé à la plus jeune de mes filles, et de l'avoir conseillé sur les rapports peu égalitaires entre les garçons et les filles, et je me suis entendu dire « Oh maman, mais ça c'était ton temps, hein, maintenant ça ne marche plus comme ça. Hein. » Tomber amoureux est un savant mélange d'instinct de survie et de narcissisme. Mais premièrement, l'instinct de survie primitif situé dans le cerveau reptilien qui est lié à la procréation fait qu'on ne choisit pas n'importe qui pour se marier, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Ben ouais. Deuxièmement, l'instinct de survie inconscient, plus vicieux celui-là, parce qu'il est lié à nos croyances de survie personnelle. Eh bien celui-là, il peut s'envisager sous 3 formes. Je donne comme premier exemple qu'il arrive qu'on se choisisse un partenaire ou une partenaire fort ou forte, parce qu'on se sent faible, et que grâce à ce choix, eh bien on se sentira protégé, voilà, ou pris en charge, ou complètement assisté. Un autre exemple, il arrive que le choix se porte sur le contraire, c'est-à-dire sur un partenaire ou une partenaire faible. Et cette fois-ci, c'est pour se donner l'impression d'être fort, d'être plus fort que l'autre, et d'acquérir ainsi de la puissance, se croire invulnérable, et parfois devenir autoritaire et même despotique. Un troisième exemple serait de faire le choix délibéré de s'accoupler avec un partenaire ou une partenaire de même énergie et de même puissance, parce qu'on a besoin d'installer des jeux de pouvoir pour exister. C'est le jeu qui crée le couple, eh oui. Les humains sont des êtres compliqués. Ceci est une analyse lamentablement basique, et je m'en excuse, mais qu'on ne fait pas quand on tombe amoureux. On se contente de flotter à 20 cm du sol, la tête dans les nuages et dans les illusions, sans se poser la moindre question. A-t-on pris la peine de connaître les valeurs primordiales de l'autre et l'ordre d'importance dans lesquels il les place? Et ensuite de comparer tout cela avec son propre système à soi? Eh bien non, non, on ne prend pas cette peine. En tout cas, moi je ne l'ai pas fait. Et j'ai mis des années à comprendre que les 3 valeurs les plus importantes pour mon conjoint, c'était la popularité, le relationnel et l'amitié. Et quant à moi, mes valeurs principales sont la reconnaissance par l'efficacité dans l'action. Oh! Et 50 ans plus tard, c'est ce qui me pousse encore à écrire ces phrases à votre intention. Donc vous voyez, ça ne change pas. C'est fondamentalement ancré à l'intérieur de nous. Donc il est important de savoir avec qui on se marie. Donc nous n'avons rien en commun, nos objectifs étaient diamétralement opposés. La seule chose que nous avions en commun, c'est une grande attirance physique due aux émanations de nos phéromones et la toute-puissance du phénomène narcissique. Et oui, je m'explique. Tout comme Narcisse, il contemplait dans mes yeux l'admiration que j'avais pour lui. Et idem pour moi, je contemplais dans son regard l'image plaisante qu'il me renvoyait de moi-même. Les grands séducteurs connaissent bien ce mécanisme.
Il vous renvoie une image sublimée de vous. Et vous ne résistez pas au plaisir de vous mirer dans ces mirettes, dont vous tombez amoureux de vous-même et non pas de l'autre. C'est QFD. Mais dès que l'autre cesse de vous renvoyer ces images sublimées, eh bien vous commencez à le trouver un peu lourd, un peu gauche, pas aussi vif que vous l'imaginiez, avec un profil qui laisse un peu à désirer, et une énergie qui n'est pas toujours copine avec le chrono. Ben oui. Le regard devient plus perspicace. Et parfois, il ne manque pas de causticité. C'est exactement là que j'étais après 3 ans de vie dite commune. Manifestement, nous étions dans les jeux de pouvoir. Mais au commencement, c'est juste pour rire, un peu comme Tom et Jerry. Cela amuse fort la galerie et ça met du pétillant dans les soirées. Mais c'est dangereux, car l'escalade est obligatoire pour que l'intérêt perdure, parce que sinon on se répète, et ça n'a plus d'intérêt. Alors pour maintenir la cadence, eh bien, le jeu commence à prendre des tournures agressives qui blessent l'ego de l'autre. La machinerie s'installe, elle devient incontrôlable. Pire, on n'a pas envie de contrôler l'escalade. Parce que prendre la décision de contrôler, c'est prendre la décision de cesser le jeu. Et abdiquer le jeu, c'est perdre son identité au sein du couple. Donc on attend chacun que ce soit l'autre qui prenne cette décision. Mais personne ne bouge. Mais un match de tennis en permanence, c'est fatigant. Et il devient impossible de sortir d'un tel schéma sans tout casser. Il n'y a pas de solution douce, médiatrice, il n'y en a pas, non, c'est la guerre, c'est la mise à mort de l'autre. Tu me dis une vanne, je t'en renvoie une. Tu places une peau de banane sur ma route, j'en étale 2. Comme il passait peu de soirées à la maison, j'avais pris l'habitude d'occuper mon temps toute seule, à dessiner, à peindre des tableaux, à restaurer la maison, faire de la couture, faire des bijoux. Et comme je donnais l'impression d'être comblé par mes occupations, lui, c'est sans culpabilité qu'il passait ses soirées dehors. Quand il rentrait vers les 11h minuit, il se précipitait sur les casseroles et se mettait à engloutir tout le contenu, là, debout, devant la cuisinière. Ce comportement avait l'art d'installer en moi une colère sourde et vengeresse, qui s'est manifestée quelques jours plus tard. Dès que j'ai entendu la voiture arriver devant la maison sur les graviers, je me suis précipité pour réchauffer la part du repas qui lui était destiné, de manière à embaumer la cuisine et le faire saliver. « Ça sent bon ici, me dit-il. Et tu m'as préparé un coin de table. Waouh, quelle mouche te pique !» Je le laisse s'installer et goûter une première bouchée. Et d'un seul coup, je vis tout le paquet de sel sur l'ensemble de la nourriture. Mais je prends de suite mes jambes à mon cou et je monte dardard les 2 étages et je vais m'enfermer à double tour dans le grenier. J'y suis resté jusqu'au lendemain matin après avoir vu sa voiture quitter le parking. Pour marquer le point, durant 4 jours, il a dormi ailleurs. 30-30. Un autre match spectaculaire a eu lieu lors d'un long week-end férié de Pentecôte. Ma mère m'avait proposé d'emmener les filles en vacances pour 3 jours. Je suis donc allé les déposer chez elle à Bruxelles, et puis je suis revenu dans ma maison à Gerpine, en ayant soin d'aller cacher ma voiture dans le petit bois à 500 mètres de la maison. Et puis j'ai pris mes quartiers dans la cave qui avait été aménagée en salle de jeu depuis quelques mois. J'avais prévu tout mon petit nécessaire pour tenir un long siège. Alors durant 3 jours, je l'ai entendu au-dessus de ma tête, tourner en rond comme un lion en cage. Il a donné au moins 50 coups de fil, sans jamais oser dire qu'il cherchait après moi. Oh, c'eût été humiliant d'avouer que sa femme l'avait planté là pour le week-end de la Pentecôte. J'entendais tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait. C'était jubilatoire. Cela m'a beaucoup appris sur ses angoisses et sa peur de me perdre.
car il n'était pas homme à exprimer ses sentiments. Une de ses phrases favorites qu'il affectionnait particulièrement et que je me devais de prendre au second degré était, je cite, « Bats ta femme tous les jours et si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. » Sur 10 ans de mariage, jamais il ne m'a dit « je t'aime ». Et pourtant, je suis sûre d'avoir été la femme qu'il a le plus aimée. Alors le mardi matin, je suis remontée de la cave en pyjama pour le surprendre dans la cuisine. Et de stupeur, il a lâché la tasse de café qu'il avait dans les mains. « D'où viens-tu » ? « De la cave. »« Tu mens. »« Va voir. » Là, ce fut vraiment le commencement de la fin. J'avais perdu toute admiration pour cet homme. Et ma peur de lui s'était envolée. Alors je lui ai dit, toi, je t'ai aimé à la folie. Mais tu m'as fait chier au-delà du supportable. Alors je te l'accorde, d'accord, c'est toi qui as gagné. C'est toi le gagnant. Je ne t'aime plus. Merci la vie.